Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Club Sport en France, l'émission qui réussit chaque semaine le tour de force de transformer son plateau en une enceinte, une arène virtuelle. On a déjà été un stade, on a déjà été une salle, une piste et un ring. Aujourd'hui, oui, c'est la fédération de savate boxe française qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés aujourd'hui. Avec ses dirigeants, notamment, on essaiera de s'immerger dans cette discipline qui fait briller l'Hexagone sur la scène internationale. Spécificité, philosophie. La savate, c'est un sport, mais aussi une culture. La savate française qui brille car elle est au sommet du règne pugilistique. 22 titres internationaux ont été remportés rien qu'en 2019 par nos champions seniors. On échangera autour de cette table avec deux d'entre eux qui nous font l'amitié d'être à nos côtés. Et ces champions, sans plus tarder, on va les retrouver avec, à ma droite, à la gauche de votre écran, Mégane Amoury qui est venue avec une belle ceinture de championne du monde. Bonjour Mégane. Bonjour. C'était il y a quelques semaines du côté de Perpignan dans votre catégorie des moins de 52 kilos. On parle là de combat. Racontez-nous. Comment ça va déjà et j'imagine que c'est une grande fierté. Oui, énormément. C'est ce que j'arrête pas de dire, que c'est un privilège en fin de compte d'obtenir le titre de championne du monde dans mon sport, savate boxe française. Je suis assez fière. Mon entourage est fier, le club est fier. Donc ça a été un gros travail, l'acheminement d'un parcours. Donc voilà, elle est là. Waouh, magnifique. On est bien content d'avoir une belle petite pièce d'or et de cuir sur ce plateau. Brahim Manour nous fait également l'amitié d'être avec nous. Vous aussi, vous évoluez dans cette savate boxe française. Alors vous, c'est l'assaut, qui est votre grande spécialité, champion du monde également. Vous avez troqué aussi la tenue de sportif pour le blazer aujourd'hui. Bonjour à vous. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Double champion du monde, vous aussi. Chez les lourds, un petit différentiel de gabarit. Et vous êtes venu avec vos savates, puisque le terme, effectivement, n'est pas cargotique. C'est votre outil de travail. On y reviendra avec ces outils de manière un petit peu plus particulière dans quelques secondes. Joël Dumez, le président de cette fédération, président heureux, j'imagine, est à nos côtés. Il va nous le confirmer. Bonjour, président. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, super heureux. Quand on voit cette élite se porter aussi bien, voilà. J'imagine que ça doit flatter aussi un petit peu. Énormément. Et puis, à vos côtés, effectivement, pour compléter ce joli casting, Xavier Lejeune est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Maxime. Vous représentez, la CAN de combat. Vous êtes d'ailleurs un conseiller technique régional dans cette spécialité. Vous allez pouvoir nous montrer un petit peu cette CAN dans quelques minutes. Déjà, un petit peu peut-être Kesako. Comment cette discipline a pu émerger et sortir un petit peu de la savate traditionnelle? Les deux disciplines ont toujours été très liées depuis leur création dans les 19e, 20e siècle, début du 20e siècle. Et puis elles sont restées ensemble, et notamment en 1978, c'est un pratiquant de boxe française du nom de Maurice Sarry qui a codifié la discipline et qui donc l'a rendue un peu plus connue et qui l'a définitivement rattachée à la boxe française. Vous allez voir sur ce plateau que c'est également spectaculaire. Vous avez vu que ce plateau est chargé de beaux objets. Ce sont des objets qui, pour moi, sont un petit peu des objets du désir. Grand amateur de sport, mais plutôt dans le canapé. On va les présenter, ces objets, sans plus tarder. Alors, combat ou assaut, quoi qu'il en soit, il nous faut malgré tout des gants et des savates. Nous avons Brahim qui nous a fait l'immense plaisir de venir avec ses outils de travail, des outils qui ne sont pas anodins, qu'on ne va pas trouver comme ça dans le commerce, surtout quand on est champion du monde, facilement en allant faire ses courses au quartier. Vous avez des savates qui ressemblent à des magnifiques chaussons, je dirais même des chaussons de pilote de Formule 1. Le matériau ressemble. Racontez-nous un petit peu comment c'est fait. C'est presque ça. Donc en fait ici on a une savate qui permet de pratiquer la discipline, donc la boxe française. Puisqu'on parle de boxe pied-point, d'une discipline pied-point, donc on touche avec cette savate. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où on doit effectuer cette touche de l'adversaire ?
Il y a plusieurs zones qu'on peut toucher. Donc, il y a les membres inférieurs, donc au niveau de la cuisse, du tibia. Il y a le torse, du bas, enfin de la ceinture jusqu'au haut de l'abdomen. Et il y a le visage. Donc, en fait, c'est un petit peu pour ça que le revêtement de la chaussure est lisse. Pour ne pas, on va dire, créer de blessures qui pourraient être dues à un revêtement avec des aspérités. Et également le bas de la chaussure, enfin la semelle, pardon, qui est lisse également. Est-ce qu'on peut la lever un tout petit voilà. peu, qu'elle passe Donc, au-dessus? Voilà, super. Je vous montre ça. C'est parfait. Donc une semelle lisse qui permet également de se déplacer sur le ring et de pouvoir toucher l'adversaire dans de bonnes conditions, si je puis m'exprimer ainsi. Et cette chaussure, donc cette savate, est homologuée par la Fédération de boxe française et disciplines associées et permet de concourir en compétition dans les règles de l'art. Ça veut dire que avant de monter sur le ring, par exemple, vous vous retrouvez à devoir effectuer une petite vérification par des personnes labellisées de la fédération, des jurys qui vont vérifier tout ça. Même chose pour les gants que vous avez laissés au président, qui sont, j'imagine, aussi d'un poids particulier. Président, vous validez? Oui, oui. Alors donc, ces gants-là, c'est les gants de Metalbox, comme on peut voir, notre principal partenaire de la fédération. Alors bien sûr, nous avons des catégories de poids, et chaque catégorie de poids a ses catégories, son poids de gants. Hein. D'accord. Il pèse combien, Brahim? Ils ont l'air bien touffus. On voit sur l'étiquette 14 onces. Oui. Donc ça correspond au poids de la personne, puisque chaque catégorie effectivement a un poids de paire de gants qui correspond. D'accord. Alors, je le disais, on a donc deux grosses branches dans la savate boxe française sur le concept, l'assaut, qui n'est pas qu'une pratique qui va être uniquement réservée aux jeunes, même si c'est pour vous la manière d'humer ce sport, d'entrer dans ce sport, et puis derrière le combat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces deux nuances? Brahim, donc vous c'est la première, si vous voulez nous en dire un mot, puis après on laissera Mégane peut-être nous expliquer la deuxième partie. Vous appelez ça branche, on appelle ça les genres de confrontation. D'accord. C'est deux confrontations différentes. Alors comme vous dites, bien sûr l'assaut et le combat, mais là je laisse la parole aux athlètes. Tout à fait, puisque en fait les deux aspects de la discipline en fait se pratiquent avec les mêmes armes, les mêmes coups et les mêmes zones de frappe. La seule différence qu'on peut rencontrer, on va dire, en assaut et en combat, c'est qu'en assaut, l'aspect de puissance sera proscrit et donc on va plus évaluer les tireurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle les combattants ou les assauttistes, sur l'aspect technico-tactique, donc d'évaluer leur approche de l'assaut, les coups qui vont être portés suivant une certaine technique et tout ça va permettre en fait de désigner un vainqueur. Il faut une maîtrise des coups. Exactement, une maîtrise des coups et une maîtrise de soi. Et Mégane, de votre côté, tout est permis? C'est un peu ça? Non, tout n'est pas permis parce qu'on reste quand même sur la codification. La savate boxe française, c'est un sport qui est très codifié. Donc, on va quand même rester sur les armées, faire attention, pivoter, etc. Mais l'objectif, c'est d'être le plus ou la plus efficace possible. Donc, on va se servir justement de la chaussure qui va nous permettre de toucher le foie, le plexus ou la rate. Donc, d'être très, très efficace. Utiliser pleinement notre chaussure pour mettre le coup fatal, entre guillemets, quoi. Oui, on peut l'imaginer, effectivement. On parle de percussion aussi pour la canne de combat, Xavier? C'est un sport de combat dans lequel il faut toucher l'adversaire pour marquer des points, un peu comme l'assaut ou comme l'escrime, si on prend une discipline un peu similaire. Mais les coups doivent être contrôlés. Il n'y a pas d'équivalent du combat, c'est plus un équivalent de l'assaut, puisqu'il faut simplement toucher. Et au contraire, les touches trop puissantes ou mal contrôlées sont sanctionnées par l'arbitre. Alors là, on voit des images et notamment des internationaux de Cannes qui avaient eu lieu à Paris. On voit une tenue qui ressemble un petit peu au kendo. On est donc sur une enceinte circulaire, un petit peu comme en sabre laser. C'est discipline très tendance. J'imagine que vous arrivez aussi à agglomérer d'ailleurs et à rassembler quelques jeunes populations avec ce phénomène. Ça a l'air effectivement très codifié. On a l'impression presque... Pour les béotiens comme moi, il y aurait presque des règles de priorité, comme en escrime, on se rend l'appareil, il y a des politesses, comment ça se passe?
Sur l'aspect codifié, oui, c'est codifié, mais un peu comme les coups de pied en boxe française. Hein, d'accord. Ouais. Il faut respecter une certaine réglementation, une façon de faire, une certaine gestuelle, une certaine façon de faire les coups. Sinon, les coups ne sont pas valables. Cela dit, en fait, on est beaucoup plus libre du point de vue des déplacements, par exemple, que l'escrime, puisqu'on n'est pas limité dans un couloir. On peut se déplacer, comme vous l'avez dit, sur une aire de combat circulaire. On peut changer de main, on peut lancer la canne, la rattraper avec l'autre, on peut tourner sur nous-mêmes. Donc, ce qui rajoute un peu, ce qui compense, on va dire, la codification et la difficulté gestuelle qu'on peut rencontrer grâce à cette liberté de déplacement. Tireur, assaut, codification, même période de naissance, je crois, peu ou prou, au 19e. Vous auriez pu faire une fédé commune, président. Non, trêve de plaisanterie, il y a beaucoup effectivement de ressemblances historiques. Vous savez d'où ça vient c'est une question complexe, hein, ça. Vous connaissez la savate, l'origine avec l'escrime. Pourquoi c'est quelques ressemblances visiblement, visiblement, à la Révolution, ouais. Les duels avec des armes à feu interdits. Les duels avec l'épée ou le fleuret interdits. Donc, conclusion, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je pense que les grands maîtres d'armes en escrime, eux, eh bien, ils continuaient bien sûr à faire leur job, dans leur grande salle d'escrime. Mais je pense que là, alors visiblement, à ce qui paraît, il y avait un très grand homme d'escrime qui, un jour, un de ses élèves a perdu son arme, son épée ou son fleuret. Et donc, il s'est senti sans armes et les seules armes qu'il avait, c'était les poings et les pieds. Ah. Et visiblement, ça serait comme ça que la savate boxe française est apparue. Ah, j'adore, entre l'histoire et le mythe. Mais on vous rassure, la fédération française n'est pas avec celle d'escrime. Et cette fédération, on en parle sans plus tarder dans Fait Décodage. Longtemps appelée seulement boxe française, on y a adossé le terme historique de savate au nom de cette fédération. C'était en 2002, me semble-t-il. Président, une fédération qui va bien, qui flirte avec les 60 000 licenciés. On voit que son élite se porte à merveille. On aura l'occasion de reparler de cette élite. À part vous dire, écoutez, ça va bien, est-ce qu'il y a des axes que vous êtes en train d'essayer de travailler à l'avenir ? Comment ça se passe, le travail au quotidien pour faire vivre cette discipline historique en France ? Alors oui, je peux dire que même que la fédération, ça va de bien. Oh oui, à vous lancer la période des jeux de mots, c'est parti alors. D'accord. Allons-y. J'adore, tout le monde le sait, j'adore les jeux de mots. Donc oui, la fédération se porte très très bien, comme vous dites, près de 60 000 licenciés, près de 800 clubs. On est structuré avec des ligues, des organismes déconcentrés, des ligues, des comités départementaux, et nous, bien sûr, dans la fédération, des commissions, avec une vingtaine, bien sûr, même 20 membres du comité directeur, 19 et son président. Et un pôle France également ? Un pôle France, et tout ça, ça travaille, des commissions qui proposent des choses, qui essayent de proposer et de faire voter certaines choses à nos comités directeurs de la fédération, exécutifs. Et oui, ça travaille, et la preuve, c'est pas anodin, puisque depuis 2012 jusqu'à ce jour, eh bien, on est passé de 46 000 à près de 60 000 licenciés. Donc, ces deux mandatures qui viennent de se passer, ce n'est pas spécialement parce que j'ai été président, bien entendu, mais parce qu'on travaille et on est une équipe. On a eu de très grandes choses. On a eu ce travail aussi sur la reconnaissance du ministère de la Culture, le PCI, le patrimoine culturel immatériel. Il faut le dire, notre fédération et surtout notre sport, la savate boxe française, fait partie de la culture de notre pays. Et ça, bien sûr, je tiens à remercier bien sûr tous les responsables de commission qui travaillent, et aussi bien sur le sport pour tous, aussi bien sur le handicap, et puis les féminines. Il faut savoir quand même que notre fédération... On n'est pas loin de la parité. On n'est pas loin de la parité, près avec de 45% de féminines. De licenciés féminins, dont vous faites partie, évidemment. Mégane, comment vous êtes
entrer dans cette arène, dans cette discipline en tout cas, déjà, vous de votre côté? La boxe française, un peu par hasard. Je faisais beaucoup de sport avant. Bon, j'ai fait beaucoup de choses. Et du coup, je me suis dit avec ma meilleure amie, on va essayer de faire un autre sport. Et on a essayé la boxe française, ça nous a plu et on a continué. Enfin, moi, personnellement, j'ai continué. Proximité d'un club, à côté de la maison? Oui, à côté de la maison, envie de partager un moment avec ma copine. Et puis, on a accroché tout de suite. C'est vrai qu'on était une minorité, vraiment. On était 3 filles. Et plus ça va, plus il y a de filles à l'entraînement. On compte maintenant même les garçons. Donc on est assez fiers pour ça. On est contents, on a notre place. Et tout va bien. Une parité donc qui s'opère, une parité aussi majeure-mineure. Hein, beaucoup de jeunes, là aussi plus de 40% de moins de 18 ans qui se sont essayés à la savate boxe française et qui surtout sont licenciés. Donc ça, j'imagine, Président, que ça doit être une fierté. Parce qu'au-delà de la pratique, ce qu'on disait dans les titres, il y a une vraie culture, en tout cas une philosophie, un état d'esprit. L'alpha et l'oméga, c'est pas la compétition. En tout cas, c'est ce qui ressort de nos discussions d'avant antenne, de ce qu'on peut voir, qu'il n'y a pas que la compétition qui compte derrière ce sport. Je ne sais pas si, Brahim, vous avez ce sentiment-là, si dès le plus jeune âge, vous avez commencé à 9 ans, je crois, oui. C'est quelque chose qui est ressorti dans votre formation. Tout à fait, je dirais, puisque les 4 valeurs de la savate, c'est l'éthique, l'esthétique, l'efficacité et il y a l'aspect éducatif. Donc au final, on peut pratiquer la savate boxe française donc dès le plus jeune âge et aboutir à un état, à des phases de compétition ou pour du loisir. Donc il y en a pour tous les goûts et tous les profils. J'en veux pour preuve puisque j'ai commencé par l'assaut et effectivement je me suis déplacé sur des phases de combat donc, en élite. Donc je veux dire que par là, il y a vraiment un aspect dépassement de soi, un aspect de retrouvailles autour d'un même objectif, donc qui est soit la compétition pour les athlètes, soit le fait de partager un moment convivial avec les pratiquants loisirs. Notion de respect, notion éducative de manière générale que nous avions déjà constaté lors d'un épisode d'Esprit Bleu. Nous étions allés à l'intérieur de la vie de cette fédération avec une personne que vous connaissez, une ancienne légende vivante de ce sport Tony-Ancelin, avec des tout jeunes, avec des minots. On regarde cette séquence et on revient ensuite en direct. Attends. Regarde, Toby. Voilà, on n'oublie pas tous les commandements de l'arbitre. On refait, action. On refait. Saluez-vous. En garde. C'est bien. Voilà, et tu surveilles maintenant. Tous les coups interdits. Dès qu'il y a un coup interdit, tu dis stop. Stop. Trop fort. Et on discute pas avec l'arbitre. Si c'est trop fort, c'est trop fort. C'est pas fort. Attends. Pour les faire repartir. Ah oui. En garde. Allez. À chaque fois, hein, d'accord ? C'est toi qui commandes le début et la fin à chaque fois. Les premières choses qu'on leur apprend, c'est entre guillemets à se respecter en tant que personne. Et ça passe par pas faire mal aux copains, pas faire mal à la copine. C'est-à-dire qu'on est là pour faire un sport de combat. Donc c'est quand même un sport d'échange. Mais c'est aussi tout de suite de leur faire oublier le fait que en fait, c'est dédramatiser les choses, leur faire comprendre que dans un sport de combat, il n'y a pas que le combat, il y a aussi le respect. Donc ça passe par le respect de la distance, le respect des commandements de l'arbitre. Tout de suite, très jeune, je leur donne cette notion d'arbitre qu'il faut respecter et qu'on ne va pas remettre en cause la parole de l'arbitre. Quand il dit blanc, c'est blanc, même si c'est gris. C'est blanc quand l'arbitre a vu quelque chose, on ne vient pas remettre sa parole en doute. Xavier, j'imagine que ça vous fait réagir en souriant. C'est la même chose en canne de combat. Toute cette philosophie-là, elle vous est aussi inculquée, vous la véhiculez au travers de votre enseignement. Ah bah bien sûr, parce qu'en plus on a une arme, une arme naturelle qui est du coup en bois de châtaignier. En châtaignier, tout à fait, qui peut faire mal. Hein, si on tape avec en prenant l'élan comme on le fait en plus, on peut faire très mal. Donc une des premières choses qu'on apprend aussi, c'est à contrôler la touche de façon à pas faire mal à son partenaire.
Alors, chez les adultes, évidemment, mais chez les enfants aussi, puisque même si ils vont avoir cette notion de on sait qu'on peut faire mal, donc on va y aller tout doucement, on insiste aussi beaucoup dessus pour éviter les drames. Oui, il n'y a pas de volonté de taper plus fort, hein, la touche suffit. Il n'y a pas besoin d'y ajouter une quelconque manière en soi. C'est important de le préciser. On a cette philosophie, mais derrière, et peut-être aussi l'essentiel, ce qui fait qu'on a des ceintures de champion du monde, c'est que la compétition, la détection, tout ceci fonctionne très bien. On le disait en préambule de cette émission, 25 titres internationaux rien qu'en 2019, dont 11 titres de champion du monde. C'est quelque chose qui est dans les gènes, dans l'ADN de cette terminologie boxe française. On a cet avantage de l'avoir dans le titre, mais autant aussi réussir à le faire perdurer, ce titre, par des titres. Ah bah bien sûr, il faut qu'on reste les leaders, hein, bien entendu. On y est depuis des années, mais il faut qu'on y reste et on met tous les moyens pour ça. On a notre pôle France aussi à Toulouse, mais moi ce que je tiens à dire, c'est que tous ces athlètes-là, que ce soit Mégane et tous les autres, d'où ils viennent? D'un club. Et dans le club, il y a les entraîneurs, il y a la gouvernance, bien sûr, du club, mais il y a aussi surtout les entraîneurs. Et là, moi, je me permets, à chaque fois que je vais à une compétition vraiment de haut niveau et que je suis invité, bien sûr, pour des finales, et là, moi, je remercie, quand il faut que je fasse un petit discours sur le ring, et ben, je remercie tout le temps les athlètes, bien sûr, mais aussi leurs entraîneurs, parce que c'est super important, parce qu'il faut savoir d'où on vient, et il faut savoir où on va, où on est, où on va, mais il faut surtout reconnaître d'où on vient. Alors, parmi évidemment les personnes qu'on a vues sur la petite photo de famille des mondiaux de Plovdiv en 2018, on n'a pas évidemment les 750 clubs en France représentés, mais il y avait quand même beaucoup de diversité. Parmi ces champions, on en a 2 sur le plateau. On va partir à leur rencontre dans la rubrique suivante. C'est pas juste, d'ailleurs, rendons au César ce qui leur appartient. Ce sont eux qui sont venus à notre rencontre. C'était un bonheur. Merci déjà d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous pour nous parler de votre discipline et puis aussi de votre carrière, de vos carrières respectives. Je vous vois tous les deux déjà en tenue civile. On ne gagne pas sa vie avec la savate boxe française. Mégane, comment on gère? J'ai pu m'entretenir avec Brahim sur ses plus de 15 heures d'entraînement quand il est en mode pré-compétition. De votre côté, j'imagine que c'est la même chose. Pour préparer ce rendez-vous de Perpignan, ça a été combiné la vie professionnelle avec l'entraînement. Comment on fait? Exactement. Moi, depuis peu, je suis arrivée sur le monde du travail. Vous n'avez que 23 ans, on le rappelle, Mégane. C'est ça. Donc, je suis coach sportive. Donc, ce qui est bien, c'est que j'aménage aussi mon emploi du temps. Donc, je m'entraîne le matin et le soir. Le matin, je serai plus sur une préparation physique, de la PPG purement, de la musculation, du fractionné sac. PPG, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, préparation physique spécifique, voilà, D'accord. générale. Et le soir, on est purement en savate boxe française, donc technico-tactique, les mises de gants. Voilà. Donc on est au club avec des sparring partenaires et on s'entraîne purement dans notre discipline. Donc généralement, c'est comme ça qu'on organise le programme, le planning, et c'est tous les jours. On voit votre préparation d'ailleurs avant ces mondiaux, c'était même avant les France, me semble-t-il, en avril dernier. Mégane, championne de France espoir en 2015, championne du monde en 2019. Quelle trajectoire? Oui. C'est vrai que ça a pris un peu de temps quand même parce que je suis athlète on dirait pas sur le CV. si, quand même. Je suis athlète de niveau depuis 5 ans et à chaque fois, c'était toujours la 2e ou la 3e place du podium et à chaque fois, il faut avoir le titre national pour pouvoir passer à l'international. Et le parcours est assez long, donc à chaque fois, je vais rater la marche. Donc cette année, ça y est, j'ai passé la marche et j'ai eu ce titre de championne de France et qui m'a amenée au championnat international, championnat du monde en Tunisie qui s'est déroulé. Et la finale s'est déroulée à Perpignan le 30 novembre.
Voilà. Novembre dernier, effectivement. 3e, 2e des France, première cette année. Petit clin d'œil, d'ailleurs, c'était c'était le premier spectacle sportif, événement que nous diffusions sur l'antenne de Sport en France, d'ailleurs, que c'est championnat de France de Coubertin. Nous étions d'ailleurs à l'intérieur de ce moment-là pour, là encore, vivre votre avant-combat, avant-finale et aussi cette finale. Regardez un petit peu ces moments avec une ancienne légende vivante aussi, qui est partenaire de votre club aussi à Levallois et qui était avec vous au bord du ring, des pastilles rares que l'on débriefera ensemble. Tu vas les savourer, tu vas construire ton combat et on va aller la chercher ta victoire. Travaille, sois intelligente, pas de panique, aucune précipitation, juste ça. Intelligente, je construis mon combat. J'ai tout vu à la salle. Ça ne fera jamais chier comme à la salle les autres m'ont fait chier. Faire ce que tu as à faire, ok? Il n'y a aucune raison. Ça va bien passer. Tu es bien en forme. Bien comme il faut. Concentré, appliqué. C'est ça, Mégane, là. Tu termines, c'est exactement ça. Cadre là, cadre. Elle l'attend tellement en jambe d'entrée qu'il faudrait qu'elle la feinte pour rentrer sur les points. Regarde, regarde comme elle a bassé, la garde est basse, elle l'attend. Elle est pour toi. Tu la gagnes, tu la gagnes. Plus efficace, tu la gagnes, d'accord? Elle t'attend tellement en jambes qu'il va falloir un moment la feinter pour lui mettre un bras arrière direct. Elle regarde que tes jambes. Oui, encore, encore. Regarde-moi, la 5e, tu vas aller me la chercher et tu vas te faire plaisir. C'est ta seule consigne. Ta seule consigne, c'est que quand tu l'as dans le coin, tu la lâches plus. Tu as fait un super combat. Tu vas gagner, regarde-moi, à l'unanimité. Vainqueur, à l'unanimité des juges. Il y a votre émotion, il y a celle aussi de Julie Lazare, qui vous accompagne donc, puisque sur les compétitions nationales comme ça, les entraîneurs nationaux, notamment Fatih qui bosse avec vous, se mettent un petit peu en retrait, je crois, Exactement, c'est ça. Ne pas être jugé parti. Donc ce sont les copains du club et on a d'excellents copains du club qui sont... Oui, on a l'impression qu'ils s'y connaissent, oui. qui ont un excellent palmarès, voilà, Julie Lazare, qui, depuis que je suis arrivée à Levallois, a toujours été à côté de moi, m'a soutenue. On a toujours travaillé ensemble et avec Alessandro Ballester aussi. Donc c'est normal, naturellement, de les avoir dans le coin et ça nous rassure, en fait. Parce qu'on sait quelles consignes ils vont nous donner, ils nous connaissent par cœur, donc c'est normal. Ça coule de source. Il y a ces consignes qui nous laissent à penser, Brahim, que cette finale sur Aurélie Dieudonné, elle la gagne tactiquement aussi. Mégane, c'est un aspect de la discipline qui vous plaît. On sait que vous avez décidé une pause, peut-être professionnelle d'ailleurs, pour cette année 2019. Brahim, voilà, parmi les choses qui vous plaisent dans cette discipline, la tactique est quelque chose qui est une partie intégrante? Je pense que c'est une grosse partie de l'équation, puisque effectivement on se prépare très bien avec des équipes, voilà, comme le disait Mégane, des entraîneurs, des camarades d'entraînement, des structures donc représentées par des clubs, des structures comme les pôles pour certains athlètes qui y sont, puisque certains peuvent effectuer leur préparation pendant l'année là-bas. Et en fait, on se rend compte qu'une fois sur le ring, qu'on est face à son adversaire, il n'y a pas que l'aspect physique qui entre en ligne de compte. Il faut pleinement prendre conscience en fait, de l'aspect tactique et technique. Et l'aspect tactique, en fait, c'est ce qui nous permet d'analyser dans l'immédiat la séquence qu'on va mettre en place, analyser les caractéristiques de l'adversaire, ce qu'on va pouvoir déployer. Et ce n'est pas une science infuse, donc ça se travaille. Et heureusement pour nous, on a des équipes extrêmement performantes à nos côtés. Alors, pendant que vous vous exprimez, on a pu voir des images de votre dernier titre mondial en 2018. Donc, entre une pause en 2017, si je ne m'abuse, 2019, votre deuxième titre de champion du monde. C'est quand même une sacrée longévité compte tenu des difficultés dont on parlait avec Mégane. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, vous à 9 ans, je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on a tout gagné, on a encore cette fin de se dire, OK, 2019, petite pause peut-être, mais j'imagine que c'est pour revenir encore plus fort.
Oui, oui. Oui, vous le confirmez, dites-moi. Le président est très attentif, là. Non, mais c'est vrai que, effectivement, j'ai commencé la compétition de haut niveau en 2012. Donc champion du monde directement, voilà. Hop. Non, mais il faut le préciser. J'ai eu effectivement pas mal de réussites. Et arrivé à un moment donné, on se pose la question de la saison de trop. Va-t-on pouvoir la faire? Va-t-on être performant? Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions à la fois de par les contraintes professionnelles, personnelles, et l'objectif qu'on va pouvoir atteindre, ou en tout cas se fixer. Et moi, dernièrement, effectivement, je me suis plus posé la question des conditions à réunir pour atteindre mes objectifs. Et il s'avère en l'occurrence qu'effectivement, pour des raisons professionnelles, j'ai décidé de mettre, on va dire, cette année entre parenthèses, sachant que je me forme également au sein de la fédération à travers un DEGEPS qui me permettra de capitaliser un peu toutes les connaissances que j'ai acquises au niveau, dans ma discipline. Ouais, vous êtes aussi, je crois, vice-président dans votre club d'Hermont. Voilà, c'est ça. Dans le 95, dans le Val d'Oise. Donc voilà, fidéliser comme ça le licencié qui devient ou pas d'ailleurs un sportif de très haut niveau et qui derrière peut ensuite faire part de son savoir-faire ou devenir dirigeant. C'est un modèle un petit peu, Joël, que vous aimeriez voir se pérenniser, qui se pérennise déjà depuis des années, mais le voir vivre comme ça, j'imagine que c'est une satisfaction. Bien sûr, quand je vois ces athlètes, moi, c'est qu'une satisfaction, c'est qu'un plaisir. Oui, c'est vrai qu'on parle du pourcentage des licenciés de moins de 18 ans. Voilà, si on ne fait pas certaines choses pour tous ces jeunes-là et qui après deviennent des adultes et des grands sportifs et des champions du monde, si on ne fait pas ça pour eux, par exemple, cette année, là, cette saison, on va les emmener où, les jeunes, pour les finales des championnats de France? Les jeunes, on va les emmener où? À la Martinique. Eh bien, écoutez. Et donc, ils ont été il y a 4 ans à l'île de la Réunion et cette année, c'est à la Martinique. Alors donc... Je prends ma licence demain. Enfin, peut-être que je suis plutôt jeune, mais bon, c'est pas grave. Messieurs, dames, sans cette boutade, on ne va pas s'arrêter sur cette blague. Évidemment, on a déjà parce qu'elle est nulle, et puis parce que je ne saurais vous libérer sans le traditionnel petit quiz de l'émission. Xavier, je peux vous dire, il est dans les starting blocks, il connaît tout de son sport. Sans plus tarder, le quiz du club. Vous connaissez le principe chez vous, je crois que nos invités en ont entendu parler également. 4 questions qui ne sont pas des questions de rapidité. Donc vous avez chacune une proposition que vous pouvez faire. Voilà, on ne va pas non plus avoir droit à 5 minutes par question ou par réponse, mais malgré tout, je note la réponse que vous allez me formuler. La première réponse à me donner, elle a été donnée dans cette émission par Joël Dumais, notre président. De fait, ça va être très simple. À quel patrimoine la savate boxe française a-t-elle été enregistrée? Je ne vous fais même pas de proposition. Et là, on va peut-être user de la rapidité, Mégane, quand vous aurez fini de tousser. Je vous en prie, évidemment. Le patrimoine immatériel. Patrimoine culturel, immatériel, effectivement, français donc pour la savate boxe française. Brahim s'est exprimé plus rapidement, il a profité des soucis de santé connus par Mégane. En quelle année a eu lieu le premier championnat de France féminin? Oula. 1972, 1982, 1992. Ce qu'on sait, c'est que vous n'étiez pas née, Mégane. Ouais, c'est sûr. Exactement. 82. Le centrisme pour Mégane. Xavier? Est-ce que vous suivez? Je ne sais pas. Non? Non, je ne sais pas. NSPP, ne se prononce pas. Si je vais donner une réponse, je vais dire 92, allez. Super. Président Brahim? Moi, je dirais 92 également. 92. Bien sûr. Eh ben, j'ai 1982, moi. 1982, le premier championnat de France féminin, c'est pour Mégane. Merci. C'est pour Mégane qui égalise. Bravo. Alors là, je vais vous donner des propositions. Je vais vous donner des propositions pour cette question suivante parce que je vais vous demander dans quelle bande dessinée peut-on voir de la savate. Mais il y en a plein à travers les époques, à travers le monde. Donc je vais vous donner des exemples. Il y en a une parmi celles que je vais vous citer. Astérix, Spirou et Fantasio ou dans Tintin, les aventures de Tintin. Tintin.
Tintin. Les aventures des Tintins. Ouais, Tintin aussi. Ah, unanimité. Ouais. Eh bien, bravo à vous. C'était dans l'île Noire et vol 747. Vol 714 pour Sydney. C'est un autre avion qui fait 747. Vol 714 pour Sydney. Très bien. On aurait pu citer des Marvel également, où on a vu de la savate boxe française. Qui sont Joseph et Charlemont? Ils ont codifié la savate boxe française, tout simplement. Mégane, en rapidité, vous a mis messieurs à l'amende sur ce quiz. Ou alors, vous avez été gentleman, vous pourrez vous en sortir comme ça. Je me suis rattrapé. D'accord. Voilà. Vous les connaissiez tous, évidemment. Joseph et Charles, le fils, qui ont codifié les techniques, pied-point, de cette discipline ancestrale. Merci d'être venu parmi nous. Vous avez assuré Mégane également sur le quiz, la dernière championne du monde, qui a fait le boulot aussi dans les têtes. Merci en tout cas pour votre venue. C'était un plaisir et à très bientôt avec, on l'espère, fin mars, début avril, des championnats de France qu'on pourrait voir sur l'antenne. Oui. Président, fin mars, début avril. On essaie de faire ça. Finale élite. Longwy et Montpellier. Pour les filles. Et Montpellier, Vendargue exactement à côté Très bien. de Montpellier. Oui, tout à fait. Voilà. On connaît bien. Pourquoi pas les jeunes aussi? Allons-y. Eh bien, écoutez, là, on va espérer, et on va en tout cas d'ici là vous souhaiter de bonnes périodes d'entraînement, de préparation pour cette année 2020, de belles compètes aussi en canne de combat, messieurs, dames. À bientôt. Bonne journée à toutes et à tous. On remercie aussi Pierre Do et Lucie qui étaient en régie pour nous accompagner, ainsi que Julien Perronnet. Bye bye.